Et donc de la même façon, je vais vous partager la vidéo et ensuite Lionel, Adrien et Arnaud de SGEVT vous en diront un peu plus sur le projet. Entre inondations soudaines et sécheresses prolongées, nos territoires ruraux sont de plus en plus exposés aux aléas climatiques. Le ruissellement au sens large, conséquence directe de ces épisodes extrêmes, représente à lui seul 60% des coûts liés aux inondations selon les statistiques de la Caisse centrale de réassurance. Il correspond à toute l'eau de pluie non infiltrée dans le sol, ni prise en charge par des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Face à ces constats, une question cruciale émerge. Comment développer la résilience des territoires et des populations face aux ruissellements intenses? C'est pour apporter des solutions que le projet Attest a été lancé, porté par la start-up SGEVT en partenariat avec l'INRAE, l'Université Toulouse-Jean Jaurès, l'ONERA, le PTB SMAR dans l'Aude, le SMAGE AA dans le Pas-de-Calais et le CNES. Attest réunit ainsi l'expertise de laboratoires de recherche, d'agences publiques et d'acteurs locaux autour d'un même objectif: mettre au point des outils d'aide à la décision pour identifier, comparer et prioriser les solutions d'aménagement face aux ruissellements intenses. Le projet utilise des données satellitaires multisources. Sentinel-2, fournissant à haute fréquence temporelle des images optiques de haute résolution utiles pour détecter automatiquement les désordres après des événements climatiques extrêmes et ainsi prioriser les secteurs à vérifier. Pléiade, offrant des images de très haute résolution permettant aux experts d'interpréter visuellement les désordres détectés au sol. Les images satellites sont complétées par des images aériennes et des observations terrain. Elles sont ensuite croisées avec des modèles prédictifs prenant en compte la topographie, l'occupation des sols, la pente et la pédologie afin d'identifier les sols vulnérables, notamment ceux affectés par la formation de croûtes de battance. Ces données sont alors intégrées dans des plateformes numériques qui permettent de visualiser les bassins versants en 3D ainsi que les enjeux les plus exposés: habitation, routes, infrastructures, milieux aquatiques. Des aménagements préventifs les plus efficaces possibles sont également proposés, comme l'installation de haies, de fascines, de ripisylves, de zones d'expansion contrôlées ou de dispositifs de stockage. À terme, le projet produira des indicateurs et des cartes exploitables. Toutes ces informations seront accessibles via une plateforme cartographique interactive qui intégrera les diagnostics spatialisés et les projections climatiques. Les collectivités, les gestionnaires de bassins versants et les services techniques disposeront ainsi d'une interface intuitive pour visualiser les zones à risque, orienter leurs décisions et comparer plusieurs stratégies à l'aide de l'IA générative. Pour tester cette approche, 2 territoires pilotes français ont été sélectionnés. Le bassin versant de l'AA, où les fortes pluies entraînent régulièrement ruissellement et coulées de boue, ainsi que celui de l'Aude, soumis à la fois aux épisodes méditerranéens extrêmes et aux sécheresses estivales récurrentes. Ces climats contrastés offrent un cadre idéal pour tester la robustesse et la transférabilité du projet sur d'autres territoires. Face aux défis du climat, Attest dépasse le cadre de la recherche. Il constituera in fine une innovation opérationnelle pour une gestion durable des sols et de l'eau au service de territoires plus sûrs et résilients. Je laisse donc la parole à Lionel, Adrien et Arnaud pour vous parler plus en détail de leur projet Attest. Oui, je suis Arnaud André, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Frédéric et à son équipe SCO de cette opportunité de vous présenter ce projet. Je suis cofondateur et responsable de l'ASGEVT, société principalement basée à Toulouse. Notre métier, c'est de fournir des outils d'aide à la planification et au suivi de l'adaptation des territoires au changement climatique et au développement durable en général. Nous diffusons nos outils et nos applications par abonnement à travers la plateforme Tereval en mode plateforme as a service. Et notre mission, c'est un grand mot, mais c'est une mission à laquelle nous tenons beaucoup, est d'outiller la coopération entre les acteurs du développement durable des territoires
pour accélérer le passage à l'action, augmenter l'impact et répartir les efforts. Alors, l'un des cas d'usage que nous avons développé, celui qui a été présenté dans la vidéo que nous venons de voir, dont je rappelle brièvement les objectifs. Ce cas d'usage vise à fournir aux décideurs locaux, pour leur territoire milieu rural principalement, des services outillés pour la réduction de l'impact de l'aléa de ruissellement intense de trois manières. La production d'un diagnostic vérifié du comportement d'un territoire pour dissiper l'énergie de ruissellement intense. D'où le nom du projet ATTEST, puisque l'idée c'est de vérifier de façon démontrer la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain et l'évolution de la résilience du territoire. Le deuxième objectif, c'est d'aider à prioriser des secteurs où entreprendre des projets d'aménagement préventif. Et le troisième, d'aider à la sélection des mesures d'adaptation préventive. Donc, je vais revenir sur chacun de ces trois objectifs dans la suite de cette présentation. Alors, je suis accompagné par Lionel Brie, qui est chef de projet pour le SCO ATTEST, et Adrien Solacroup, en charge de l'accompagnement des deux territoires d'ancrage qui m'aideront à répondre à vos questions. Si on peut passer à la slide d'après. Voilà, alors donc les données spatiales que nous utilisons viennent de trois satellites que vous connaissez, Sentinel-2, Spot-6 et Pléiade. Et en fait, la manière dont nous utilisons ces images sera détaillée dans la suite de la présentation, mais en synthèse, Sentinel-2, c'est essentiellement pour la détection de changements suite à un événement intense de ruissellement. Spot-6 et Pléiade, plutôt pour l'analyse de ces changements, donc à plus forte résolution, soit par photo-interprétation visuelle ou détection automatique que nous cherchons à mettre au point avec le laboratoire OT du CNES. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, pour le premier objectif, qui est de vérifier, de faire un diagnostic vérifié de comportement d'un territoire suite à un événement intense de ruissellement, il faut évidemment prioriser les secteurs à vérifier. C'est pour ça de vérifier tout un territoire avec ses bottes et sa voiture pour aller voir si c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, pour ce faire et pour prioriser, nous utilisons la matrice croisée qui croise donc les prédictions d'exposition à l'aléa à l'aide de la méthode IRIP faite par l'INRAE ou d'autres méthodes comme par exemple Cartino 2D qui était une méthode développée par le CEREMA. Et nous croisons ces prédictions d'exposition à l'aléa avec les changements détectés par un plugin SPCD qui est développé par l'INRAE, qui compare la réflectance avant-après l'événement sur des images Sentinel-2. Trois cas peuvent se produire, comme le montre cette matrice. Les changements non détectés alors que le modèle prévoyait une exposition. Donc la question qui se pose, s'il ne s'est rien passé alors qu'il aurait dû se passer quelque chose, y a-t-il un aménagement qui a réduit l'impact? Deuxième cas, le changement confirme la prédiction d'exposition. À ce moment-là, la question, c'est quels sont les dommages réels? Troisième cas, le changement n'a pas fait l'objet de prédiction d'exposition. Est-ce qu'il y a un problème des modèles ou de leur apprentissage? Une fois que ces cas ont été repérés, la vérification par elle-même se fait en combinant la photo-interprétation, les détections automatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance locale documentée, il y a toujours des rapports, des comptes rendus que l'on peut exploiter, notamment en utilisant l'IA de notre époque, et quelquefois des visites terrain. Et ces vérifications permettent d'annoter par parcelle en consolidant toutes ces annotations dans un diagnostic qui soit cartographié et vérifié de l'ampleur des dommages constatés, de l'efficacité des aménagements ou d'une topographie résiliente. Quelquefois, c'est simplement la topographie du territoire qui fait que l'impact a été réduit, et des besoins de rétroaction sur les modèles prédictifs si les dommages constatés n'ont pas été prédits. Processus qui est répété sur plusieurs événements pour avoir un diagnostic de plus en plus complet, processus qui peut être aussi réalisé avec l'appui d'un BE, avec qui d'ailleurs nous sommes en train de monter un partenariat. Si nous passons à la slide suivante.
Alors, cette slide montre pour ce deuxième objectif qui est la priorisation des secteurs où entreprendre des projets d'aménagement préventif supplémentaires. Là, il s'agit de cartographier les enjeux extraits des bases de données territoriales en les superposant avec les chenaux du ruissellement du modèle de prédiction. Là, on a utilisé le modèle IRIP sur un bassin versant. Alors, les enjeux, c'est les habitations, les milieux aquatiques, les infrastructures, les parcelles agricoles, les activités économiques. L'idée, c'est de localiser et prioriser les secteurs d'intervention en concertation et coopération entre acteurs impliqués, les agriculteurs, les acteurs industriels, les propriétaires d'habitations, les gestionnaires d'infrastructures. Alors, pour ce faire, nous cartographions et mettons en scène les dépendances amont-aval et l'interdépendance entre eux en jeu de plusieurs acteurs sur une même partie du territoire. Donc, en fait, ce que montre cette slide, c'est en bleu, vous avez les chenaux de ruissellement, j'espère que vous voyez bien. Vous avez par ailleurs les risques, les habitations exposées, les parcelles agricoles, les routes, et vous avez aussi les parcelles où sont essentiellement produits le ruissellement qui après dévalent les pentes. Donc l'idée, c'est de faire deux choses, de comprendre en remontant les chenaux, là quand on voit le chenal bleu qui croise la route et les habitations, d'où vient ce chenal de ruissellement pour essayer de localiser si on fait un aménagement, où faudrait-il le faire. Et deuxièmement, de prioriser en cherchant à maximiser pour réduire le coût des travaux, parce qu'on ne peut jamais tout faire, et s'assurer que le plus souvent possible, on peut traiter plusieurs enjeux, protéger plusieurs enjeux avec un même aménagement, ce qui est évidemment complexe. Donc, ces dépendances et cette interaction entre enjeux et entre l'amont et l'aval est quelque chose que nous cherchons à mettre en scène, notamment avec des visualisations 3D. Si nous passons à la slide suivante, nous répondrons à vos questions évidemment tout à l'heure. Alors pour ce qui est du troisième objectif, qui vise à aménager le bassin versant avec de nouveaux projets de façon à favoriser l'infiltration, le ralentissement, l'expansion et le stockage du ruissellement, nous aidons à la sélection des solutions d'adaptation pour les secteurs d'intervention qui a été priorisé, ce dont j'ai parlé juste avant. Alors, on le fait de différentes manières. Tout d'abord, souligner le maintien en état des installations existantes dont l'efficacité a été vérifiée. Souvent, ces installations ont été faites, mais leur peuvent faire qu'elles ont tout simplement disparu, elles n'ont pas été maintenues, ce qui est vraiment dommage, surtout si leur efficacité a été vérifiée dans le processus de vérification. Et là, on parle des haies, des fascines, des couverts végétaux, des cultures en terrasse, de toutes sortes de moyens d'aménagement. Nous avons identifié avec nos 2 territoires d'ancrage, c'est comme ça qu'on les appelle, une quarantaine. Donc il y a beaucoup d'idées, de moyens de freiner l'eau, de l'infiltrer et de la ralentir. Donc une fois qu'on a déjà s'est assuré que ce qu'on a fait, on va pouvoir le protéger, surtout si c'est utile, on propose des services pour extraire de la base de connaissances à test qui rassemble des méthodologies, des parutions, des retours d'expérience de territoire et qui est traité avec un moteur de recherche qui peuvent aider à trouver des solutions d'adaptation reconnues comme étant efficaces dans des contextes similaires à celui du bassin versant dont on s'occupe, avec notamment un souci de privilégier les solutions d'hydraulique douce en complément d'hydraulique plus structurante, et toujours en aidant au dialogue entre acteurs et à leur coopération, en mettant en scène leur interdépendance et le retour sur investissement. Voilà ce que nous faisons dans ce troisième objectif. Voilà, merci. Et alors, si on voit où nous en sommes dans le projet qui a démarré en début d'année, nous avons déjà fait les développements et les avons mis dans les mains des 2 territoires d'ancrage pour qu'ils puissent prototyper, pas prototyper, mais leur manière d'agir et de faire ces vérifications
en utilisant les outils qu'on a mis à leur disposition, dont j'ai brièvement parlé, et aussi les fonctions d'aide à la priorisation et de mise en scène pour la concertation entre acteurs. C'est aussi le moment de vérifier la précision et l'efficacité des modèles qu'on utilise. IRIP, qui est un modèle déjà largement vérifié, et surtout SPCD, qui est ce qui est nouveau dans ce projet, qui est ce plugin de détection de changement. Donc cette phase de test sur site s'écoule jusqu'à mi-décembre, et après, en fonction des retours, nous allons sortir une nouvelle version de ce projet du premier trimestre de l'année prochaine, puisque la fin du projet est prévue mi-2026. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors les coopérations avec d'autres projets, enfin les interdépendances, il y en a plusieurs. Tout d'abord, nous, avec Teia et Dataterra, nous souhaitons, nous discutons de la création d'une collection des différents diagnostics faits par les territoires qui permettent de capitaliser l'efficacité des mesures d'adaptation et de les rassembler dans une seule collection qui permettra la création progressive de statistiques et de partage des expériences en contexte similaire. Le deuxième projet avec lequel nous interagissons, c'est Foro, qui a été produit par le ScoFloat, que nous avons aussi développé précédemment, qui aide à la planification, à intégrer les mesures d'adaptation dans les projets de planification réglementaire qui seront, et forcément, puisqu'en fait, tous ces diagnostics doivent conduire à l'intégration dans des plans, que ce soit des PCRT, que ce soit des PPRI, des PAPI, enfin, il y a tout un catalogue de plans dans lesquels les mesures doivent être intégrées pour passer à l'action. Nous sommes également liés à un projet de fouille IA générative sous contrainte de données locales pour synthétiser et aider à la rédaction de ces insertions dans les plans. Et nous, bien sûr, nous continuons à travailler avec IRIP, la DGPR, l'INRAE et le CEREMA sur l'approfondissement des modèles prédictifs. Donc c'est un projet qui est assez connecté, et aussi sur d'autres SCO, comme par exemple la détection de haies, de voir dans quelle mesure on peut bénéficier d'outils que nous n'avons pas développés nous-mêmes, mais qui pourraient aider à être plus productifs dans la vérification terrain. J'en ai terminé pour la présentation. On va maintenant passer aux questions. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Et je vois déjà une première question dans le chat qui est: à quel rythme complétez-vous votre base documentaire? Je te laisse répondre, Adrien. Oui, il y a différents aspects de la base documentaire. Déjà, il y a tous les documents de portée publique, on va dire, les projets de territoire qui peuvent être récupérés au fil de missions qu'on a ou des interactions avec les partenaires du territoire et qui sont mis à disposition des utilisateurs. Et après, il y a les études plus spécifiques. Auprès des deux territoires d'ancrage, on travaille surtout avec le PTB du SMAR et le syndicat mixte du bassin de l'Aa, donc des syndicats et des structures qui ont la compétence GEMAPI et qui font appel à pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à des bureaux d'études hydrauliciens, des études assez techniques. Donc il y a de la documentation qui arrive aussi au fil de l'eau de leur projet. Donc ça, c'est directement les utilisateurs qui mettent à jour leurs propres informations. Donc ça dépend un petit peu du type de données. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces deux territoires ont un certain nombre d'études locales qui ne sont pas nécessairement valorisées. Ou par exemple, au SMAR, on nous indiquait que parfois, en discutant avec d'autres partenaires, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient lancé des études de géomètres sur des secteurs qui avaient déjà été, où des géomètres étaient déjà passés quelques années avant, ou même l'année précédente. Donc il y a un enjeu à mutualiser toute cette documentation. Voilà, et nous chargeons aussi les PCRT, les papiers, enfin tous les plans dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme en fait nous apportons des services pour des territoires sur lesquels il y a des acteurs intéressés, on complète aussi avec toute la documentation dont vient de parler Adrien.
Voilà. Je peux prendre en suivant les questions dans le chat. Je Bien vois aussi sûr. qu'il y aura une main levée. Mm. Sur le projet IA générative, sur la mise en place d'un RAG ruissellement, je te laisserai peut-être compléter Arnaud, mais en tout cas, l'agent conversationnel sera branché sur la base de connaissances de donc accessible via la plateforme Tereval. Mais Arnaud, je ne sais pas si tu as des compléments par rapport à ça. Non, en fait, il y a deux objectifs. C'est de compléter l'approche IA générative qui est essentiellement rédigée avec les données locales que nous avons pour justement faire travailler sous contrainte ces agents IA pour qu'ils soient le plus possible pertinents par rapport au contexte. Donc l'idée, c'est d'avoir le moins possible d'informations, mais qui portent sur des contextes similaires de façon à aider les décideurs locaux. Donc voilà, mais aussi d'aider à rédiger les inserts dans les plans, puisque chacun des plans doit faire l'objet d'une description des mesures et de comment elles seront évaluées, puisque bon, c'est le cas dans pratiquement tous les plans réglementaires, ou des plans qui soient volontaires. Voilà ce que je peux dire sur le projet d'IA. Il y a une dernière question dans le chat avant de prendre la question orale d'Alexandre. Prenez-vous en compte dans votre modélisation d'éventuels changements de pratiques agricoles? Donc en effet, les pratiques agricoles vont influer sur la rugosité des sols. S'il y a des sols à nu, si c'est argileux, il y a des croûtes de battance. Si c'est plutôt sableux, il va y avoir des griffures, des ravines qui vont se former. Il y a deux aspects. Déjà, l'algorithme de détection de changement SPCD qui s'appuie sur des images sentinelles euh, va a priori pouvoir voir l'effet de ces pratiques agricoles diverses. Donc ça, c'est l'observation qui est faite. Et ensuite, dans les modélisations type IRIP, après, il y a d'autres outils de modélisation comme le Cartino 2D et des modélisations plus fines hydrauliques à des échelles plus fines quand on passe dans du travail plus précis. Donc IRIP prend en compte de l'occupation du sol, donc pas réellement des pratiques agricoles. Et nous, on les considère en fait comme des aménagements. C'est pas des aménagements au sens d'un objet placé sur le territoire, mais ça fait partie de l'espèce de continuum amont-aval où on cherche d'abord à changer les pratiques agricoles pour réduire la formation du ruissellement. Puis après, il y a de l'hydraulique douce qui va réduire les ruissellements de nappes, les débuts de concentration, puis de l'hydraulique structurant quand il y a déjà eu du ruissellement, on cherche à atténuer l'impact. Voilà, les pratiques agricoles sont prises en compte à différents titres. Oui, on peut aussi Je sais parler pas. de l'orientation des cultures, hein, puisqu'on a fait Oui, dans le précédent flow de ScoFlow, on a travaillé sur l'orientation des cultures. On sait que les cultures qui sont dans les sillons sont dans le sens de la pente, et bien évidemment accélère l'eau. Et la typologie des cultures, et bien dans le nord Pas-de-Calais, j'ai appris que les pommes de terre euh, sont favorables en fait à l'accélération du ruissellement puisqu'elles ont des betteraves aussi, je crois, elles ont des bulbes et ces bulbes font que l'eau passe autour et arrache plus de terre et la fait descendre. Donc on se préoccupe des pratiques agricoles, les chambres d'agriculture sont plus équipées que nous pour aider à ça, mais on inclut cette problématique dans les recommandations que l'on propose. et donc une personne lève la main. Alors, je ne vois pas votre nom de famille, mais je vois le début de votre nom, Alexandre. Je vois une main levée. Ah, bonjour. Ouais, merci. Et en fait, oui, c'est très intéressant. Merci pour la présentation. Donc nous, on a un projet SCO qui est labellisé pour cette année, moyennant les quelques aléas éventuels. Et en fait, on a une solution de modélisation hydraulique, mais à vraiment large échelle. Donc, contrairement aux logiciels habituels comme Télémac ou Ecras, qui doivent faire ce que vous avez dit à échelle réduite et à une résolution fine. Nous, on fait directement à plusieurs centaines et milliers de kilomètres carrés à une résolution métrique. Donc, ça permet d'avoir des cartes qui sont potentiellement plus fines que des analyses plus qualitatives comme IRIP.
Et c'est vachement intéressant ce que vous faites. Et c'était juste pour mentionner éventuellement quelques axes de collaboration. Mais donc le fait de pouvoir modéliser l'état des sols, enfin avoir une vraie modélisation hydraulique, on a ce dont on a parlé, l'état des sols, mais il y a aussi la spatialisation des pluies. Quand on va parler d'un rejeu, c'est extrêmement important d'avoir, enfin les épisodes ont une variation spatio-temporelle des pluies. Il y a aussi les ouvrages hydrauliques, parce que quand il y a un écoulement, en fait, il suffit qu'une buse soit encrassée, par exemple, et ça permet de détecter pas que l'aménagement en amont ou en aval a été non fonctionnel, mais que la buse elle-même était peut-être mal curée, ou l'état des réseaux. Enfin, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Et nous, le projet SCO qu'on a labellisé, c'est plutôt pour prendre des données satellites, pour mettre à jour les données parce que j'ai oublié de le préciser, mais on peut faire du prévisionnel, donc vraiment de faire tourner le modèle, comme il est rapide, de le faire tourner sur des prévisions Météo France. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que bah, ça permettrait, ce que vous faites, permettrait d'identifier des zones d'aménagement potentielles. Donc on a une fonctionnalité où on peut compter les volumes de mètres cubes qui passent sur une zone, mais quand on le fait à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres carrés, il y a une combinatoire qui est énorme où on peut mettre des aménagements, mais vraiment partout, et ça devient hyper compliqué de savoir où les positionner. Mais une fois qu'on sait où les positionner, par contre, le modèle hydraulique va permettre de compter les volumes qui passent dedans et de prioriser, parce que tout de suite, on est capable de dire tel ou tel aménagement récupère enfin, un potentiel de captation d'eau pluviale plus important que les autres. Et puis après, pour un analyse post-événement, bah justement, le croisement, la matrice que vous avez montré avec IRIP et le SPCD, c'était hyper intéressant parce qu'on pourrait justement faire des détections de changement que nous, on ne fait pas, mais seraient potentiellement hyper, enfin, et qui permettraient de rapidement constater les différences. Et nous, les rejeux, on les fait avec les lames de radar, donc directement, enfin, et rapidement après. Ouais, Oui, oui, Mais bah, en juste, tout cas, merci, hein. ouais. Merci. Juste sur les lames de radar, dans notre outil, on s'est intégré aussi avec les données comme effort, et donc on travaille sur des pas de temps à 1 heure, à 24 heures, avec des différences suivant les deux climats très différents que l'on a sur nos deux territoires, entre le Pas-de-Calais et l'Aude, où les seuils d'analyse sont pas forcément les mêmes. Mais effectivement, on fournit également une cartographie des lames de radar liées à un événement pour lequel on fait tourner SPCD. Enfin, pour votre intervention tout à l'heure, là, de proposition de collaboration, on est enchanté. Vu la difficulté et la complexité du sujet, de toute façon, il faut s'y mettre à plusieurs. Je pense que l'enjeu de coopération est particulièrement important pour ce genre de phénomène. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour se parler, mais j'imagine qu'on va récupérer nos contacts et tout à fait d'accord pour en parler. Et d'ailleurs, dans les projets SCO, on cherche aussi à voir qu'est-ce qui est dans les projets SCO précédents pourrait être réutilisé, et on le fait avec le laboratoire AOT pour être sûr. Par exemple, sur les milieux aquatiques, on est actuellement en train de développer un algo, enfin d'utiliser un composant déjà existant chez le CNES pour, euh, pour le rendre plus utilisable directement dans le cadre de ce projet. Et là, après, c'est avec le temps d'avoir de plus en plus d'algos qui aident à aller plus vite. Vous avez parlé du problème. Nous, on est obsédé par la priorisation parce que c'est grand un territoire. Ça, tout le monde le sait. Ça devient vite gigantesque. Et s'il faut tout vérifier, c'est exclu. Donc, nous, on est un peu obsédé par si on n'a qu'une chose à faire, ça serait laquelle. Et puis après, de s'arrêter quand on les problèmes de financement, les problèmes de décision, les problèmes politiques sont là aussi pour finalement réduire ce qu'on est vraiment en mesure de faire.